Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Cette semaine, reprenons l'aventure du Seigneur des Anneaux avec le chapitre 3, La porte noire est fermée. Avec moi, Gollum. Salut mon trésor. Frodon. Salut chers auditeurs. Sam. Salut monsieur. Cyril. Salut tout le monde. Et Julien. Salut. Alors t'es pas du tout au courant qu'Effix allait faire ça, on a été surpris mais merci. Quel enthousiasme face à une porte fermée. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi content de voir une porte fermée. J'étais pas au courant non plus il y a 30 secondes donc voilà. Mais c'est ce qu'on aime, ça, c'est ton énergie à l'improviste. J'espère que ça vous donne du baume au cœur, vous qui êtes Du baume au cœur. en voyage ou... Mais en tout cas j'espère que vous êtes contents de vous retrouver avec nous ce soir pour continuer l'aventure évidemment. Eh ben oui, cette semaine on rempile, hein. On était déjà avec nos petits amis à Croupeton qui gambadaient dans ces marais et on va continuer ici, toujours un peu sur cette même route. Hein. Ouais. Toujours à Croupeton aussi. Je sais pas, ça on verra s'il est dit dans le... D'ailleurs ça m'a fait rire la dernière fois Là vraiment, qu'il était encore une fois mis dans le livre. là je vous l'avais dit, ouais, c'était vraiment dans le texte à Croupeton. Je l'avais bien mis en gras dans mon résumé. Ce n'était pas un ajout de ma part. Eh oui, même si malheureusement notre théorie est toujours tombée à l'eau. Mais tu devrais une fois poster, Cyril, sur les réseaux, mettre en story sur Instagram peut-être Ah oui. ce passage du livre où il était clairement stipulé, c'était dans les contes et légendes, c'est ça? Tu l'avais vu? Oui, c'était dans les contes et légendes que c'était bien On avait la un confirmation Nazgûl que c'était qui était un là. Nazgûl. Oui, alors que vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages en nous disant que vous aussi vous aviez cru à cette théorie, mais malheureusement je suis désolé de vous Gollum décevoir. était en Moria. Je suis le premier déçu, hein, vraiment. Ouais. Eh bien, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux ou y envoyer vos questions et remarques ainsi que via mail à lespagesdumilieu@gmail.com. Je vous rappelle que vous pouvez également nous soutenir symboliquement via Tipeee et merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à vous. Merci de fou. Dans ce chapitre, après la déception d'une route impossible, il faudra naviguer donc dans les paroles perfides de Gollum entre deux lueurs vertes dans son regard. Choisir la route à prendre ne sera donc pas chose facile, mais est-ce que nos voyageurs ont véritablement le choix? Ah. Destinée, choix, nous y revenons à chaque fois. Destinée. Chapitre 3. La porte noire est fermée. Frodon, Sam et Gollum arrivent enfin à la fin de leur voyage vers le Mordor. Devant, sombre sur un ciel blafard, les hautes montagnes dressent leurs cimes menaçantes. À la lisière occidentale du Mordor se déploie la lugubre chaîne de l'Efelduat, les montagnes de l'ombre, et au nord, les cimes déchiquetées et les crêtes arides des Zephelitui, donc d'un gris de cendre. Donc ce sont les deux chaînes de montagnes qui se rejoignent et qui forment une forme de... voilà, comme... Chaîne se de montagne. rejoignent et il y a un creux entre les deux, mais ça je vais le décrire maintenant, mais comme ça vous l'avez en tête. Donc, et l'endroit d'où ces deux chaînes se rejoignent se nomme Cirith Gorgor, le col hanté, l'entrée du pays de l'ennemi. On appelle ça un pas, je pense, en montagne. Un quoi? Un pas. Un pas. Ouais. Comme si quelqu'un avait posé un pas. Comme le pas de la porte en fait. C'est quand tu as deux cols, enfin en tout cas pas des cols, mais de sommets, et qu'au Ouais. milieu tu as ce petit passage en fait entre les deux où tu peux normalement passer, ça s'appelle un pas. Ok. Donc voilà, il y en a plein dans les montagnes en général, dans les Alpes. Le pas du taureau par exemple. Ah bah c'est le pas de Cirith Gorgor alors. Voilà. On sent ton expérience De montagnard bien sûr. de grimpeur et j'allais dire de vagabond, mais c'est assez connoté négativement. Non, plutôt d'aventurier des Ardennes. Ouais, oui, Et autres, les d'ailleurs. Ardennes. Mon dieu, les Ardennes, je vais pas monter haut. Ouais, mais d'ailleurs la dernière fois tu avais une petite bouteille à la mer pour avoir des histoires. Oui, de randonnée, De vos histoires randonnée. effrayantes de randonnée. On en a reçu une. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, je on l'ai en a pas reçu vu. Une. Quelqu'un qui. Je peux. J'ai envie de la lire maintenant. du coup. Vas-y, ouais, tu nous as... C'est une histoire de Jessica. Alors Jessica, si tu nous écoutes, c'était pas du tout prévu de lire ton histoire, mais ton mail nous a fait beaucoup plaisir et elle nous expliquait qu'un jour, une semaine dans les Alpes au collège, elle s'était égarée sur un chemin pour rejoindre une activité. Elle a commencé à paniquer et sorti de nulle part, un monsieur a soigné son doigt qui saignait, alors qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle saignait, Incroyable. et lui a indiqué le chemin. Et quand elle s'est retournée, Il avait disparu. il avait disparu.
Mais quoi? Ah oui, bah oui, c'est ce qu'on appelle, donc quand on va en montagne un peu trop haut et qu'on manque d'oxygène, on peut avoir des hallucinations, ou on peut avoir aussi ce qu'on appelle le syndrome de la troisième personne, je crois. Qui soigne son doigt. Non, mais qui te donne des conseils et de l'aide. Ça, j'ai déjà entendu, où tu entends des voix, où tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te guide et que c'est vrai hallucination. Ce sont des vraies choses, mais bon, ce sont des choses que tu as à plus de 8000 mètres d'altitude, donc évidemment là je pense pas que c'est le cas. Et c'est qu'en général tu es aussi dans des états de fatigue, de manque d'oxygénation assez solides. Je me suis moi-même perdu quand j'avais 8 ans au Louveteau, donc je te comprends tout à fait, ton désarroi, et d'ailleurs c'est un policier qui m'a aidé, qui m'a ramené, et je me souviens lui avoir dit que je ne montais pas dans la voiture des inconnus. À 8 ans, j'avais bien retenu la leçon. Je comprends aussi le fait de se faire aider par quelqu'un comme ça, de ce genre de situation. Bah voilà, en tout cas, merci Jessica de nous avoir répondu pour cette anecdote. Moi j'aime bien les histoires comme ça en montagne. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Les histoires flippantes comme ça où tu sais pas si c'est paranormal, si c'est quelqu'un de mal intentionné ou les deux en même temps. C'est un peu Glorfindel qui est apparu de nulle part dans son aura pour t'aider un instant avant de repartir dans le monde des spectres. Ce que je trouve curieux, Jessica, et peut-être tu pourras nous répondre dans un nouveau mail, c'est ton doigt, tu saignais du doigt et le mec est arrivé, il a commencé à le soigner comme ça. Mais Jessica, est-ce que tu portais un anneau sur ton doigt et qu'après tu ne l'avais plus? Étais-tu invisible en portant cet anneau? Est-ce que le monsieur serait parti avec, c'est ça? C'est vraiment, je pense à ce même, tu vois, où t'as quelqu'un... Oui chérie, tu as mis où ils sont où les verres? Oui, ils sont dans l'armoire là. Mais attendez, j'ai pas de femme. Et après il arrive et il démasque et en fait c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, je vois. C'est un peu ça. Et Jessica, ouais mon anneau. Mais Jessica, quoi? Sauron encore toi. Enfin, du coup, nos copains Frodon et Sam, eux, sont là. Ils ne sont pas encore en hauteur vraiment, mais ils arrivent donc à ces deux chaînes de montagnes qui se rejoignent et qui nomment donc ce pas, merci FX. Tout ça parce que j'ai dit ça. Gorgor, le col hanté, l'entrée du pays de l'ennemi. Donc de part et d'autre de ce col s'élèvent des collines abruptes, et au sommet de chacune se dressent les dents du Mordor, deux hautes et fortes tours. Ces tours avaient été construites par le Gondor en démonstration d'orgueil et de suprématie, alors que Sauron avait chuté, pour l'empêcher de regagner son ancien royaume. Donc à la fin du deuxième âge, fatalement, quand il l'avait vaincu pour la première fois, ils avaient construit ces deux tours. Malheureusement, la puissance du Gondor avait failli et les tours étaient restées inoccupées, à l'abandon, livrées au délabrement, et quand Sauron est revenu alors, il les avait repris. Ah bah oui, c'est tout simplement les deux tours qu'on voit de part et d'autre de la Porte Noire dans le film. Entre la muraille en fait, simplement des tours. Mais donc, Sauron, il a gagné dans l'histoire, il s'est fait vaincre, on lui crée des nouvelles fortifications, et il les prend après, voilà. Elles avaient donc été remises à neuf par le restaurateur Sauron, réarmé. Accompagné de Stéphane Plaza. C'est ça, vous imaginez une émission avec Valérie Damido et avant, après. Oh, j'adore. Un peu plus de noir, et encore un peu plus de noir par ici. Un peu de sang par là. C'est un peu gothique, Sauron, quand même. Oui, mais j'adore ça. Rajoute-moi des pics. Grishnak, viens par ici. On est en forme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Je le ferai bien tomber pour pouvoir avoir une cuisine ouverte. Gorgoroth. C'est un mur porteur, ça. Ça. Non, ne vous appuyez pas. Je vous présente ma fidèle épouse, Grishla. Stop. Enfin. Donc maintenant, ces tours avaient été réarmées et occupées par l'armée de Sauron, en tout cas par les troupes de Sauron, et il y avait une constante vigilance à l'intérieur. Leur face est de pierre, et leurs fenêtres, telles des yeux sombres, fixent le nord, l'ouest et l'est, chacune d'entre elles abritant une multitude de regards qui ne dorment jamais. À l'entrée du col, d'un escarpement à l'autre, le Seigneur Sombre a fait construire un rempart de pierre, et ce rempart est percé d'une unique porte de fer. Et des sentinelles ne cessent d'aller et venir derrière ces créneaux. Alors voilà, intéressant, donc ce n'est pas du tout la vision qu'on a dans les films pour le coup, où c'est vraiment une grosse porte en fer qui s'ouvre, vous voyez. Ici, on est plus face à une grosse muraille classique d'un château en pierre, avec au centre une porte en fer, vraiment beaucoup plus classique château, quoi. Citadelle, comme on peut les voir au pays de Bouillon, ou à Carcassonne. Au pays de Bouillon. Mais pour le coup, l'image, la porte du film est belle, est plus stylée, quoi. C'est oui, vrai que ça fait un peu plus Mordor. Mais bon, ouais. sachant que ça a été fait par les Gondoriens. Ce n'est pas ça.
Donc, sous les collines, de part et d'autre, la roche est criblée de trous de verre, une centaine de cavernes où se terre une armée d'orques, prêts à sortir au moindre signal comme des fourmis partant en guerre. Nul ne peut passer les dents du Mordor sans sentir leur morsure, à moins d'être convoqué par le seigneur Sauron ou de connaître les mots de passe secrets qui ouvrent la Morannon, comme on l'appelle, la porte noire de son pays. Alors, les hobbits contemplent les tours et les murs d'un regard consterné. Le jour revient enfin, et le bruit des trompettes retentit rapidement. Elles retentissent en haut des tours de garde, puis se font répondre depuis des avant-postes cachés dans les collines jusqu'à Barad-dûr elle-même. Un autre affreux jour de labeur et de peur se lève au Mordor. Les gardes de nuit sont appelés à leurs profondes salles et galeries, alors que ceux de jour, aux yeux funestes et impitoyables, s'avancent à leur poste. « Eh bien, on y est, dit Sam. Apportez-la, devant. Et j'ai comme l'impression que c'est ici que ça s'arrête pour nous. Ma parole, l'ancêtre aurait bien une ou deux choses à me dire s'il me voyait ici. Si souvent il disait que je finirais mal, si je faisais pas attention à moi, qu'il disait. Et maintenant, je crois bien que je le reverrai jamais, le pauvre vieux. Il aura pas droit à son... Je te l'avais dit, Sam, c'est dommage. Il pourrait bien me le répéter jusqu'à ce qu'il manque d'air, si seulement je pouvais revoir sa vieille fraise. Il faudrait d'abord que je me lave, sinon il me reconnaîtrait pas. Le constat est plutôt clair. Passer cette porte semble impossible. Gollum supplie les hobbits de ne pas aller plus loin. Selon lui, il n'y a aucun espoir et il sait qu'il ne pourra pas passer. Sam lui demande alors pourquoi les avoir emmenés ici. Mais c'est pourtant ce que lui et Frodon lui avaient demandé, les amener à la porte noire. Mais Frodon est décidé. Il doit poursuivre sa mission et passer cette porte. Non, non, maître, pas d'espoir de ce côté, pas d'espoir. N'amenez pas le trésor à lui, il va nous dévorer tous s'il l'obtient, dévorer le monde entier. Gardez-le, bon maître, et soyez gentil avec Sméagol. Ne le laissez pas tomber entre ses mains, ou partez d'ici, allez dans de jolis endroits, et redonnez-le au petit Sméagol, oui, oui, maître, redonnez-le, hein. Sméagol le gardera en sécurité. Il fera beaucoup de bien, surtout aux gentils hobbits. Les hobbits rentrent chez eux, n'allez pas à la porte. J'ai l'ordre d'aller au pays de Mordor, et par conséquent j'irai, dit Frodon. S'il n'y a qu'un seul chemin, je devrais le suivre, advienne que pourra. Sam voit bien qu'il ne pourra pas convaincre Frodon d'en faire autrement, mais Gollum insiste et se met à pleurer et à supplier aux pieds de Frodon. Pas par là, maître, il y a un autre chemin. Oh oui, il y en a un autre chemin plus sombre, plus difficile à trouver, plus secret. Mais Sméagol le connaît. Laissez Sméagol vous montrer. Les hobbits sont interloqués. Un autre chemin? Pourquoi Gollum n'en a-t-il pas parlé? Le maître n'avait pas demandé. Le maître n'avait pas dit ce qu'il entendait faire. Il ne dit rien au pauvre Sméagol. Il dit « Sméagol, conduis-moi à la porte et puis au revoir !» Sméagol n'a qu'à s'enfuir et être sage. Mais maintenant il dit « J'ai l'intention d'entrer au Mordor par ici. » Alors Sméagol a très peur. Il ne veut pas perdre le gentil maître. Il a promis. Le maître l'a fait promettre de sauver le trésor. Gentil maître. Sméagol très gentil, toujours prêt à aider. Sam est suspicieux. Gollum semble sincère et réellement bouleversé, mais il ne peut pas s'empêcher de repenser au débat qu'il a surpris la veille. Sam ne peut savoir quelle voix et quelle personnalité a gagné le débat. Il suppose alors qu'ils ont conclu une trêve, une alliance provisoire. Aucun ne souhaite que l'ennemi s'empare de l'anneau. Il sent que Gollum veut éviter que Frodon soit capturé, mais il sent qu'il veut toujours l'anneau. Sam espère que Frodon en arrive aux mêmes conclusions. Ce dernier ne répond pas tout de suite. Il fixe la porte en silence, et tandis qu'il fixe, il prend conscience d'un formidable grouillement sur les plaines. C'est comme si des armées entières sont en mouvement. Par endroits, il distingue des reflets de lances et de aumes, et sur le plat, en bordure de route, des cavaliers s'avancent en de nombreuses compagnies. Cette vue lui fait ressurgir le souvenir lointain de la vision qu'il avait eue sur l'Amon Hen, à peine quelques jours auparavant. Il prend conscience à cet instant que l'espoir qu'il avait de passer les portes est vain. Les trompettes n'avaient pas sonné en manière de défi, mais d'accueil. Ce à quoi les hobbits assistent n'est pas un assaut lancé contre le Seigneur sombre par les hommes du Gondor, mais c'est l'arrivée d'hommes d'autres origines, issus de vastes terres de l'Est, appelés par leur suzerain à se rassembler sous sa bannière. Des armées ayant campé devant sa porte et qui, à l'aube venue, passent à l'intérieur pour aller encore grossir ses forces. Frodon se tourne alors vers Gollum. « Sméagol,
Je vais t'accorder ma confiance une fois de plus. Il semble en fait que je n'ai pas le choix. Que ce soit mon destin de recevoir de l'aide de toi, à qui j'en attendais le moins, et que ton destin soit de m'aider. Moi que tu as longtemps suivi, avec de mauvaises intentions. Jusqu'à présent, tu as bien mérité de moi, et tu es resté fidèle à ta promesse, oui. Fidèle, je te le dis et je le pense, car voici 2 fois que nous sommes laissés à ta merci, et que tu ne nous as fait aucun mal. Pas plus que tu n'as tenté de me prendre ce que tu cherchais naguère. Que la 3e fois soit la plus probante, mais je t'avertis, Sméagol. Tu es en danger. Et je ne parle pas du danger que nous courons tous, je parle d'un danger qui ne guette que toi. Tu as juré ta promesse sur ce que tu nommes le trésor, souviens-t'en. Il t'obligera à la tenir, mais il cherchera à la déformer pour mieux te perdre toi. Déjà, tu te fais mener par lui. Tu t'es révélé à moi, là, stupidement. Redonnez-le à Sméagol, as-tu dit. Ne répète jamais cela. Ne laisse pas cette pensée grandir en toi. Tu ne le recouvriras jamais. Mais le désir que tu en conçois pourrait te conduire à une fin amère. Tu ne le recouvriras jamais. En dernière nécessité, Sméagol, je mettrai moi-même le trésor, et le trésor maître de toi depuis longtemps. Si, en le portant, je te commandais, tu obéirais, même si je t'ordonnais de sauter d'un précipice ou de te jeter au feu. Et tel serait mon commandement. Tiens donc, ça me Alors, fait penser à la prends fin de garde. Gollum. Hein. Alors prends garde, Sméagol. Quand même paradoxal de qu'il lui dise ces mots-là, sachant qu'il va se jeter dans un précipice, dans le feu, avec l'anneau. Oui, tout à fait. Et c'est pas surtout... alors, je le disais la semaine dernière, effectivement, ce moment que je trouve encore une fois impressionnant chez Frodon, où il dit, mais il le regarde entre 4 yeux et si tu fais une connerie, moi je mets l'anneau et je te tue, en fait. T'es mort. Il est vraiment... Limite, tu dois plus avoir peur de moi que de Sauron. Non mais là, il a posé son front contre son front, il lui fait qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Tu vas aller dans l'octogone, Gollum. Tu veux l'anneau, alors Tu ça veux marche l'anneau comment, là? Mais il y a peut-être ce côté justement que l'anneau a plus d'effet sur lui et qui commence un peu aussi à devenir un peu... Sur la défensive. non, Frodon devient un peu sombre lui-même. Il est un peu en Ouais, mode, ça peut-être. C'est vrai que je l'avais pas vu C'est comme peut-être ça. lié à ça aussi quand il a dit mon trésor, rendez-le-moi. Mais ça, ouais. c'est la phrase que tu viens de dire qui me fait, tu vois, qui dit je mets l'anneau et je te bute en mode. En fait, si tu me fais chier, J'ai j'ai le un pouvoir. pouvoir moi de, tu vois, c'est un peu commencer à prendre conscience, enfin, Ouais, peut-être. sans vraiment le vouloir, prendre conscience du fait que moi, si je veux, je mets l'anneau et je vous défonce tous, quoi. Mhm. Là, c'est envers Gollum et c'est plutôt à raison, mais imaginons que s'il Mhm. le gardait plus longtemps, c'est peut-être envers Sam en mode mec, tu Ouais. fais encore chier, je mets l'anneau et je te défonce. C'est vrai, j'avais pas vu ça, parce que Frodon a déjà ce rôle un peu du chef dirigeant depuis le début, mais c'est vrai qu'on peut peut-être y voir quelque chose. Ben, d'ailleurs, je vais continuer du coup, mais Sam approuve les dires de son maître et reconnaît en lui un ton qu'il n'avait jamais eu, Ah bah voilà. un ton qu'il n'avait jamais perçu auparavant, en contraste complet avec la bonté de Frodon qu'il considérait inébranlable. Donc voilà, il y a un peu ce côté aussi de Sam qui se dit... Bah oui, en fait, il est étonné, mais il dit aussi que pour lui, la bonté de Frodon était presque sans fin, et que là, Ouais. tout d'un coup, sa bonté vient de s'arrêter. Donc il y a peut-être véritablement Ouais. un changement Ah, qui c'est s'opère. possible. C'est vrai, intéressant. Dites-nous ce que vous en pensez, chers auditeurs et auditeurs. On est les tout de coms. même à l'entrée du Mordor, hein, donc fatalement l'anneau n'a pas le même pouvoir, la même intensité de pouvoir sur Frodon, sur les terres de Sauron que s'il se trouve super loin. Possible aussi. C'est pour ouais. ça aussi que le poids de l'anneau s'alourdit physiquement Ouais. sur lui. Gollum est terrifié et s'aplatit sur le sol. Enfin, Frodon reprit, plus calmement. Allons, Gollum, ou Sméagol, si vous préférez. Parlez-moi de cet autre chemin et montrez-moi, si vous le pouvez. Je suis pressé. Mais Gollum est encore effrayé et il est compliqué de tirer quelques informations concrètes au milieu de ces marmottages. Marmottage signifie simplement parler entre ses dents, ne pas être très intelligible. Il est en train de supplier les hobbits d'être bons envers lui et se traîne sur le sol. Il se calme un peu au bout d'un moment, et Frodon comprit, bribe par bribe, qu'en suivant la route qui tournait à l'ouest de l'Eiffel du Has, il y a un carrefour dans un cercle d'arbres sombres. À droite, une route descendait à Orgiliath. Alors je dis bien Orgiliath, parce que c'est écrit comme ça dans le livre, je suppose bien sûr que c'est Osgiliath. Je le dis quand même parce que même si ça me paraît une faute d'orthographe, j'ai déjà
dit plusieurs fois des choses comme ça, pensant que c'était une typo, quoi, une faute de frappe, et que certaines personnes nous ont repris en disant non, on peut également dire la chose de cette façon-là. Comme quand on disait la soleil, on se posait la question. C'est ça, voilà. Ouais. Maintenant, ici, je pense que c'est vraiment une faute de frappe, mais je suis Je quand pense même que c'est Osgiliath, ouais. un peu triste de voir des fautes de frappe dans un livre pareil. Mais bon, voilà. J'ai vérifié sur Google, ça ne m'a rien donné. Donc, Ouais. petite aparté. À droite, une route descendait donc à Osgiliath, et au pont de l'Anduin, au milieu, la route continuait en direction du sud. Gollum indique d'abord un long chemin vers le sud, où la face jaune est très chaude et les hommes y ont la peau sombre. Si loin qu'on arrive à la grande eau qui ne dort jamais. Mais cela n'intéresse pas Frodon. Il explique ensuite le dernier chemin qui serpente vers les hauts plateaux maigres. Il faut y grimper et on y contourne le rocher noir. Et puis là, on la verra. Quoi, demande Frodon ? La vieille forteresse. Aujourd'hui horrible. Gollum explique qu'on en racontait un tas d'histoires quand il était jeune au coin du feu. Des histoires du sud sur les hommes de haute taille, aux yeux brillants, leurs maisons semblables à des collines de pierre, la couronne d'argent de leur roi et son arbre blanc. Ils construisaient de très hautes tours. L'une était d'un blanc d'argent. Dedans, il y avait une pierre semblable à la lune, et autour, de grands murs blancs. Ce devait être Minas Ithil que bâtit Isildur, le fils d'Elendil, dit Frodon. Ce fut Isildur qui coupa le doigt de l'ennemi. Oui, il n'en a que 4 sur la main noire, mais cela suffit, dit Gollum, frissonnant. Mhm. Donc voilà, Il l'a bien vu de ses yeux vus. il l'a vu de ses yeux. Il les a même certainement sentis. Donc là, on a l'introduction par Gollum de Minas Morgul, qu'on va apercevoir une fois qu'ils auront grimpé. Avec cette pierre qui ressemble à la lune, donc cette pierre de vision, c'est Palantir. Exactement. C'est donc le seul moyen. Passer auprès de la tour blanche, maintenant tour horrible, et qui fait frissonner les voyageurs quand ils la voient. Les montagnes là-bas sont plus basses, et la vieille route monte jusqu'à ce qu'elle atteigne un sombre col au sommet avant de redescendre sur le Golgoroth. Gollum finit sa phrase seulement en chuchotant et en frissonnant. Sam s'inquiète du fait que le chemin sera évidemment gardé. Gollum plus soit. Il y a des orques et d'autres choses pires. Mais ils ne s'attendent pas à une attaque là-bas, et Sauron ne peut pas s'occuper de partout à la fois. Plusieurs fois, il y a cette évocation de choses pires de la part de Gollum, etc. À moitié, à mon avis, évidemment, un foreshadowing de l'araignée, et aussi, je pense, quand il parlait dans les marais, il parlait aussi d'autres créatures qu'on pourrait croiser. Mais il y a toujours les créatures ailées. Puis c'est vrai que cette araignée, au final, elle est utilisée par Sauron. Elle est tolérée en fait par Sauron. On aura l'occasion d'en revenir, mais c'est toujours bien de rappeler ça. C'est qu'elle était déjà présente il y a très longtemps, même quand c'était les Gondoriens qui maîtrisaient cette zone-là. Elle errait dans ces tunnels de Cirith Ungol. Et les hommes ne s'y aventuraient pas, mais elle était là, elle était présente. La créature ailée dont tu parles ? Non, là je parle de l'araignée. L'araignée. Puis quand c'est Sauron qui va reprendre le contrôle de cette zone-là, il va avoir vent de sa présence et il va la tolérer parce que pour lui, effectivement, vu qu'il sait qu'il ne peut pas être partout à la fois, il a juste à mettre des orques dans la tour de Cirith Ungol et laisser l'araignée vivoter là, ça lui fait une défense supplémentaire et pas des moindres. Une ligne de défense supplémentaire, quoi. Donc, Sauron ne sait pas s'occuper de tous les côtés de son royaume, si je peux dire. D'ailleurs, si une attaque devait avoir lieu par là, il faudrait d'abord se battre au pont ou se procurer nombre d'embarcations qui ne passeraient pas inaperçues et ne manqueraient pas de le prévenir. Vous semblez savoir beaucoup de choses sur ce qu'il fait et pense, dit Sam. Lui avez-vous parlé récemment ? Ou vous seriez-vous simplement à coquiner avec des orques ? Gollum jette un regard irrité à Sam. Oui, il a parlé avec des orques avant d'avoir rencontré le maître, et ce qu'il dit maintenant, bien des gens le disent. Il sortira un jour de la Porte Noire. C'est la seule voie par laquelle des grandes armées peuvent venir. Mais là-bas, dans l'ouest, il ne craint rien. Et il y a des veilleurs silencieux. Sam n'est pas convaincu. Gollum non plus, mais c'est le seul moyen. S'ils veulent aller en Mordor, il faut bien passer par quelque part. Mais il ne doit pas aller à la terrible cité. C'est là que Sméagol aide. Le gentil Sméagol, bien que personne ne lui dise de quoi il s'agit dans tout cela, car il l'a trouvé. Qu'avez-vous trouvé ? Demanda Frodon. Un petit sentier qui mène dans les montagnes, et puis un escalier étroit et très long, et puis encore des marches, un tunnel sombre, et enfin une petite crevasse, et un sentier bien au-dessus du pas principal. On parle de pas là, tu vois ? Ouais. C'est par là que Sméagol est sorti des ténèbres. Mais c'était il y a bien des années. Le sentier a pu disparaître depuis, mais peut-être pas. Je parlais des paroles perfides de notre cher Sméagol en début d'épisode. Là, il est vraiment en train de lui dire clairement qu'ils vont aller dans des petits... Ouais, il y a peut-être des gens là-bas. Il faut quand même essayer, non ? Tout cela ne plaît pas à Sam, qui demande à Gollum si ce chemin est gardé, et sur ces mots, il croit percevoir une lueur verte dans ses yeux. « Il n'est pas gardé ?» demanda Frodon.
d'un ton sévère. Et vous vous êtes échappé des ténèbres, Sméagol. Ne vous a-t-on pas plutôt permis de partir avec une mission ? C'est en tout cas ce que pensait Aragorn, qui vous a trouvé près des marais des morts il y a quelques années. À la mention d'Aragorn, une nouvelle mauvaise lueur apparaît dans son regard. Mais Gollum rétorque. Il s'est bel et bien échappé, avec une mission en effet, retrouver le trésor, mais pas pour le noir. Pour lui-même. Frodon éprouve l'étrange certitude que, pour une fois, Gollum est assez proche de la vérité et qu'il a effectivement trouvé le moyen de sortir du Mordor. Il remarque en tout cas que Gollum a parlé à la première personne, ce qui est généralement bon signe, et témoigne des restes d'une ancienne vérité ou sincérité. Mais même si on peut lui faire confiance sur ce point, Frodon n'oublie pas les artifices de l'ennemi. L'évasion pouvait avoir été permise ou arrangée et bien connue dans la Tour Sombre. Et en tout cas, Gollum reste vague sur bien des choses. Je répète ma question. Ce chemin secret est-il gardé ? Mais maintenant que le nom d'Aragorn a été prononcé, Gollum n'a plus envie de coopérer. Oui, peut-être. Aucun endroit n'est sûr dans ce pays, non. Mais le maître doit faire l'essai ou rentrer chez lui. C'est le seul chemin. Ce chemin dont Gollum tait le nom aux 2 hobbits, c'est bien évidemment le passage du col de Cirith Ungol, lieu à la sinistre réputation. Alors Cirith Ungol, qu'est-ce que c'est plus précisément ? C'est l'unique passage permettant de pénétrer le Mordor par l'ouest, l'Ithilien. Et il est protégé par la tour de Cirith Ungol, qui a été créée par le Gondor, comme ce que tu disais Cyril par rapport aux dents du Mordor, donc la porte principale. Ça aussi c'est une création du Gondor, Cirith Ungol, afin de protéger l'Ithilien du Mordor et empêcher des serviteurs de Sauron de déserter ou de s'infiltrer en Gondor par cet endroit-là. Je voudrais juste repréciser par rapport aux dents du Mordor, les 2 tours. Les 2 tours qui sont sur les 2 collines sont créées par le Gondor, mais la muraille n'est pas créée par le Gondor, elle est rajoutée par Sauron. C'est ça, par la tout à suite. fait. Ouais. Eh bien, cette tour de Cirith Ungol, créée par le Gondor, afin de se protéger du Mordor, a été abandonnée en 1636 du Troisième Âge, suite à la Grande Peste. Qu'est-ce que c'est la Grande Peste ? Très rapidement, c'est une maladie qu'on peut comparer à chez nous à la peste noire, qui a décimé une grande partie de la population du Gondor, du Rohan également. Toute la zone en fait qui entoure le Mordor a été contaminée par cette peste, et également aussi le sud. Donc les Sudorons ont été aussi touchés par ça. Et Aradrim même. C'est ça. Par contre, ceux de l'Ouest, les Orientaux, eux n'ont pas été touchés. Mais les Sudorons ont également souffert de cette grande peste. Et dans l'univers de Tolkien, il y a toujours cette question de quelle est cette peste, d'où vient-elle ? Est-ce que c'est vraiment une maladie qui est apparue ? Ou est-ce que ce serait pas plutôt un tour de la sorcellerie du roi d'Angmar ? Moi, c'est ce que je pense qui est le plus probable, parce que ça correspond bien à une expansion de Sauron à ce moment-là. En tout cas, il en a profité, surtout les Orientaux. Ou en tout cas, il en a profité, ça tombe assez bien pour lui, donc ce serait ouais. pas improbable que ça vienne des manigances de ces sorciers. Donc voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de s'isoler, de mettre des masques ? Peut-être que ça aurait pu aider. Hein. Peut-être une petite picouse par-ci par-là. Donc en tout cas, cette tour est abandonnée en 1636 du Troisième Âge, et c'est alors que Cirith Ungol est repris par les forces de Sauron et utilisé afin de protéger cette entrée du Mordor, avec notamment, comme je le disais tout de suite, la présence d'Arachne comme défense supplémentaire qui est tolérée dans ce col sombre. Mais je reviens sur un petit truc qui me fait un peu rire, mais... Enfin, rire. Parce qu'on parle justement... Là, donc on sait que l'araignée, elle est quand même souvent nourrie de gens qui s'égarent, etc. Donc il y a des gens qui montent là-bas, pas que des orques. Oui. Gollum parle aussi du fait que quand les gens voient Minas Morgul, des voyageurs, ils essayent de s'en cacher et de bouger vite. Donc on émet le fait qu'il y a des voyageurs qui passent par Minas Morgul. À mon avis, plus depuis longtemps, mais... Oui, peut-être plus depuis longtemps, mais on évoque quand même le fait qu'il y a du passage là-bas au final, quoi. Très peu, j'imagine. N'oublions pas que toute cette chaîne de montagnes ouest du Mordor, elle fait face à Minas Tirith et au Gondor. Il y a une route principale qui longe le Mordor, qu'ils vont d'ailleurs emprunter après avoir été confrontés à cette porte noire fermée. Mais on est vraiment, l'un et l'autre sont tout proches. Ouais. Donc des voyageurs, peut-être ça peut paraître un peu plus une manière de parler,
Mais on peut toujours imaginer un soldat perdu ou quelque chose comme ça, un orc, un déserteur, que sais-je. Bah, en effet, de toute façon, oui, depuis, enfin, ça fait des années qu'elle a dû avoir du passage. Elle est nourrie par des prisonniers, par des orques, parfois aussi qui ont soit fauté et qui sont envoyés là-bas pour se faire tuer, ou d'autres qui sont censés monter la garde en fait dans ce passage du col de Sirithungol et qui vont s'aventurer trop loin et qui vont se faire attraper par l'araignée. Des prisonniers de guerre aussi, des hommes qui vont être envoyés là-bas pour être nourris, parce qu'il faut qu'ils s'assurent que l'araignée soit quand même un minimum d'accord de rester là et de pas trop dépasser ses limites. Oui, puis voilà, quand Osgiliath était encore debout, il y avait peut-être beaucoup plus de passages là-bas. Quoi. Mais voilà, c'est juste un truc... parce que s'imaginer un peu quelles seraient les raisons aujourd'hui pour d'autres autres qu'aller détruire un anneau, d'aller là-bas. Quoi. Et bien d'ailleurs, Sirithungol, cela veut dire en sindarin, col de l'araignée. Quelle surprise, comme par hasard. On ne s'y attendait plus. Oh voilà là. Donc ça veut dire que peut-être quand ils l'ont nommée, ils savaient déjà qu'il y avait une présence. Elle était déjà présente. C'est ça. Elle était déjà présente. Ils connaissaient cette créature. C'est pour ça elle avait sinistre réputation auprès des hommes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'embraye là-dessus, que Gandalf ou Aragorn, s'ils étaient présents à ce moment-là, ou s'ils avaient eu vent de l'intention des hobbits d'emprunter ce chemin, ils les en auraient certainement dissuadés parce qu'ils savent très bien à quoi correspond ce fameux passage. Mais à l'heure actuelle, Gandalf et Aragorn se trouvent en Isengard à éviter un certain palantir sur les marches d'une certaine tour d'Orthanc, bien que Frodon évidemment ignore tout de cela, n'ayant aucune connaissance du retour de Gandalf et des aventures vécues par ses compagnons. Mais il pense tout de même fort à son ami magicien, et il se demande ce que ce dernier pouvait bien avoir prévu comme itinéraire, ou même comment il s'y prendrait pour se dépêtrer de ce choix néfaste. Et si tous ces chemins mènent à la terreur et à la mort, à quoi cela rime-t-il ? Et c'est même la question que nous pouvons tous nous poser. À quoi tout cela rime dans la vie ? Si la fin est la même pour tous et toutes, à quoi bon ? Cette question éternelle. Mais malgré cette question existentielle, la journée s'avance. Un profond silence tombe sur le petit creux gris où ils se tiennent, à la lisière du pays de la peur. Au-dessus d'eux, le ciel pâle est barré d'une fumée fugitive, de telle sorte que pas même un aigle planant à contre-soleil ne remarquerait ces 3 petites silhouettes perdues en contrebas. Frodon est assis, pensif, la tête dans les genoux, Gollum couché au sol comme un cadavre vêtu de haillons, et Sam adossé, les mains derrière la tête, contemple le ciel vide. Du moins, reste-t-il vide pendant un long moment. Et puis, bientôt, Sam aperçoit une sombre forme d'oiseau venir tournoyer dans son champ de vision, planer et puis repartir. Puis 2 autres suivent, et ensuite une 4e. De là où il est, elles semblent très petites, mais il sent qu'en réalité, elles sont énormes, avec de vastes ailes et qu'elles volent très très haut. Il éprouve tout à coup la même peur prémonitoire qu'il avait pressentie en présence des cavaliers noirs, la terreur, l'horreur suscitée par ce sentiment d'impuissance qui était venu avec leurs cris dans la nuit. Frodon la ressent aussi. Il remue, frissonnant, incapable de lever les yeux. Gollum se recroqueville sur lui-même comme une araignée acculée. Ça aussi, je l'ai gardé telle quelle, cette description, parce qu'encore une fois, on a un rappel de la présence de l'araignée dans le col de Sirithungol. Je pense que ce n'est pas anodin qu'il fasse encore cette comparaison avec une araignée qui avait déjà été présente, cette comparaison, lorsqu'il rampait dans Émile Muil sur les rochers, dans le premier chapitre avec les hobbits. Les formes ailées finissent par plonger vers le Mordor et disparaissent de leur vue. Sam fait une profonde inspiration. « Si c'était bien des cavaliers noirs, vous croyez qu'ils ont pu nous apercevoir ? Ils étaient très hauts, ils ne voient pas grand-chose à la lumière du jour, n'est-ce pas, Gollum ?» Puis Frodon répond « Ah non, peut-être pas, mais leurs chevaux pouvaient voir, et ces créatures ailées qu'ils montent à présent, elles voient sans doute mieux qu'aucune autre. Elles ressemblent à de grands oiseaux charognards. Elles sont à la recherche de quelque chose. L'ennemi est sur ses gardes, j'en ai peur. » Le sentiment de crainte passe, et avec lui, le silence environnant. Frodon ne parle toujours pas à Gollum, et il n'a pas encore fait son choix. Les yeux fermés, il semble sonder son cœur pour y trouver une réponse, quand soudain, il s'exclame « Écoutez, qu'est-ce que cela ?» Des chants et des cris rauques se font entendre, de plus en plus proches et dans leur direction. Les ailes noires les ont repérés et ont envoyé des soldats les prendre. Frodon et Sam se tapissent et dégagent leurs petites épées de leurs fourreaux. Gollum se lève lentement et rampe comme un insecte jusqu'au rebord du creux, jusqu'à ce qu'il puisse regarder par-dessus entre 2 pointes de pierre. Il reste là un moment sans bouger, sans émettre un son. Bientôt, les voix commencent à régresser de nouveau et elles s'évanouissent lentement. Un corps sonne au loin sur les remparts du Morannon. Alors Gollum se retire sans bruit et se laisse glisser dans le creux.
d'autres hommes rejoignent le Mordor. Des visages noirs, ils ont un aspect féroce. Ils ont des boucles d'or aux oreilles, oui, des tas de bel or, et du rouge partout, aux joues, sur leurs manteaux, leurs étendards, la pointe de leurs lances. De mauvais hommes, très cruels, oui, mon trésor, presque aussi mauvais que des orques, et beaucoup plus grands. Sméagol pense qu'ils viennent du sud. Ils ont passé la porte noire, mais d'autres peuvent suivre. Toujours plus de gens qui arrivent en Mordor. Un jour, tous seront dedans. J'ai fait une recherche par rapport à ça. Je me demandais combien de soldats pouvaient contenir le Mordor. Je n'ai pas trouvé une réponse exacte parce c'est assez fluctuant la taille de l'armée de Sauron. Par contre, j'ai la taille du Mordor qui correspond à 360 000 kilomètres carrés. 360 000 kilomètres carrés. J'ai pas de comparatif pour donner l'équivalent d'un pays. Il faudrait un temps regarder parce que Mais j'ai envie de trouve-nous savoir. peut-être ça, FX. Mais en tout cas, 360 000? 360 000 kilomètres carrés, c'est énorme. Mais en gros, ça correspond plus ou moins, attends, j'espère que je me plante pas, à la taille du Japon, à la taille de l'Allemagne, Quoi ? à la taille du Congo, à la taille de la Finlande. Donc 360 000 kilomètres carrés, ça correspond à la taille de l'Allemagne. Ouais, Le Mordor, c'est l'Allemagne. C'est ça que tu es en train de nous dire. ouais. Attends, j'ai Par quand contre, même le Japon, je vérifié, trouve ça mais... étonnant. Ouais, énorme. Parce que le Japon, c'est quand même... c'est une autre configuration, mais c'est si grand que ça, le Japon. Le Japon, c'est super long, hein. Il y a deux c'est très îles, long. c'est très très long, et si tu comptes à mon avis toutes les îles, tu rajoutes facilement 30 000 km Ah ouais, quand des même. petites îles. Mais ouais, l'Allemagne, le Vietnam, 330 000. Bah allez. Et voilà quoi. Après, ça, c'est ce C'est qui peut-être sort. l'info que le Mordor faisait de taille qui est un peu douteuse. Non, vraiment, j'ai vérifié parce que moi-même, ça m'avait Ouais. surpris, quoi. Bah, quand tu regardes sur la carte. C'est gigantesque, hein, le Attends, Mordor. regarde, là, on a la carte du coup, nous, devant les yeux, la fameuse carte de Thierry Ouais. Jungle qu'on vous avait partagée. Et c'est vrai que oui, c'est quand même. Ça fait un En terre bon du milieu, bout de la c'est carte. hein, c'est quand un même. beau morceau. Hein. Ouais, mais bon, ils le traversent enfin, ils font quand même la moitié du chemin en Non, quelques jours. Non, parce que Cyril, regarde, par où ils arrivent par le passage École Oui, Siritungal, d'accord, et la d'accord. montagne du destin est très proche de cet endroit-là. Il y a allez. vraiment que. Moi, Et je ils vont dirais à quand même peine passer- 10% de Et ils la vont passer largeur. presque ok, quand même ok. 2 semaines à traverser tout ça, hein, donc c'est quand même pas anodin. Mais donc, le Mordor fait la taille de l'Allemagne. Ouais. Ouh, serait-ce pas un signe qu'en fait c'est une image Je de pense que l'Allemagne Tolkien a voulu Ah, oui. faire une métaphore du Non, non. conflit. C'est vraiment le pays qui s'en rapproche le plus en plus. Parce que les deux autres sont. Au niveau de la géographie. Non, mais au niveau. Le Japon, c'est 377 000 pardon, et 342 000 le Congo. Soit, de toute façon. Et Cyril, n'avais-tu pas quelque chose à nous partager par rapport à ces armées du Sud que Gollum en tout cas semble identifier comme telles? Mais bien sûr, nous rencontrons donc les fameux Haradrim, gens du Sud, à ce moment-là. Et je vous ai préparé des petites infos croustillantes sur cela. Car bon, profitons-en pour apprendre encore une fois des choses sur un nouveau peuple. C'est parti. C'est l'instant culture. C'est l'instant culture, mais effectivement un peuple qu'on ne connaît pas bien, hein, surtout pour ceux qui n'ont pas lu le livre, même ceux qui ont lu les livres. Injustement méconnus. On ne les hein. connaît pas bien. Ils sont incompris, les Sudrons. Ah ben, ils sont extrêmement inconnus et incompris. Tu vas voir pourquoi. Alors voilà, donc les personnes que l'on voit arriver à ce moment-là donc, viennent du sud, viennent des déserts et de la région du sud. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir une carte d'Ea, donc pas seulement de la Terre du Milieu, mais vraiment beaucoup plus large, vous allez remarquer qu'il y a des terres bien à l'est de la Terre du Milieu et bien au sud. En fait, ça ressemble fortement à un proto-monde comme le nôtre, hein, avec l'Afrique en dessous, l'Asie à droite. Ça ressemble très fort géographiquement. En tout cas, on reconnaît un peu les formes. Hein. Mais d'ailleurs, étrangement, même Valinor ressemble à l'Amérique du Nord et du Sud, alors que techniquement, Oui, c'est tout à censé fait. quitter le monde. Ouais. Donc, ouais. Ouais, voilà. Donc ça ressemble quand même fort à ça. Vous pourrez aller voir. Mais du coup, les gens que l'on voit arriver maintenant sont les gens du Sud, les Suderons, ou encore les Haradrim, habitants de ces régions-là. Alors, pour vous parler d'eux, je vais vous parler plus précisément d'un peu de leur histoire, mais plus précisément de l'histoire d'Umbar, une des forteresses les plus connues de ces régions-là, qui est plutôt dans le nord de ces régions du sud, mais tout de même. Donc les Haradrim sont un peuple du sud dont on ne sait rien dans le premier âge, on ne les mentionne pas du tout. Par contre, on commence à les mentionner durant le second âge, car ils sont exploités en fait par les Numénoréens qui les colonisent, donc qui leur apprennent beaucoup d'artisanat, etc., mais aussi les réduisent malheureusement en esclavage et leur soutirent leurs ressources. Parce qu'en fait, durant le second âge, à partir d'Aldarion,
Eh bien, le marin, comme je vous l'avais aussi évoqué durant... il y a de ça 2 épisodes, je pense, en parlant de sa femme et de ses discours plutôt féministes. Aldarion était le premier roi de Numénor à être sorti de Numénor, à avoir exploré les environs en bateau. Il s'est posé sur ces terres-là et il a commencé à coloniser. Et au fur et à mesure, les Numénoréens ont établi leur puissance sur le monde entier. Ça nous rappelle quelque chose. Et donc, pour vous parler plus précisément d'Umbar, cette forteresse a été fondée par Aldarion en 800 du second âge à peu près. Et à partir de ce moment-là, ils exploitent les Haradrim, mais il y en a un qui va profiter de ça, c'est Sauron, qui va venir en tant que sauveur, une sorte de dieu pour les Haradrim, pour essayer de les sortir de cette exploitation par les Numénoréens. Il va donc établir une sorte d'alliance avec eux et créer des villes et des forteresses, mais aussi, malheureusement, les obliger à se battre pour lui. Certains Haradrim vont se rebeller et vont essayer de s'échapper. Donc en fait, Sauron va profiter de cette mainmise du Numénoréen qui exploite certains peuples pour se placer en tant que grand chevalier blanc. Alors vers 1600 du second âge viennent les mages bleus. Alors ça, j'en ai appris plus, parce que on a parlé des Istari, il y a ça aussi quelques épisodes, et on vous présentait les Istari comme 5 magiciens, Gandalf, Radagast, Saruman et 2 mages bleus qui seraient arrivés durant le 3e âge. C'est la première version de Tolkien, mais dans ses écrits plus tardifs, il revient là-dessus, et les mages bleus sont arrivés en fait en Terre du Milieu, au second âge, à 2, bien avant Gandalf, vers 1600, et ils ont été dépêchés dans les régions du Harad pour ralentir le recrutement des forces du Harad par Sauron, avant que celui-ci attaque les régions. Et donc ces 2 mages bleus avaient un nom, ils s'appelaient Morin Etar et Romstamo. Et donc ils ont été, à partir de 1600 du second âge, rencontrer les peuples du Harad pour essayer de ralentir leur alliance avec Sauron. Donc ils ont bien été dans le sud et non l'est, comme il était dit à la base. Non, c'est le sud, c'est ça. Chez les Haradrim. En fait, j'avais entendu ça aussi. Mais nous, je pense que par abus de langage, on avait dit qu'ils étaient partis à l'est. C'est ce qu'il était clairement dit. Et on parlait même du Rhône, qu'on peut voir ici sur la carte, bien à l'est. Donc, mais pourtant, j'avais vu dans d'autres vidéos, etc., entendu qu'ils allaient. Donc, c'est toujours ce que j'exprimais par rapport à eux, qu'ils allaient en effet contrecarrer les plans de Sauron, et que je pense même que Tolkien a dit que leur travail a permis la victoire à la fin. En fait, ça a permis 2 fois la victoire. Ça a permis, en tout cas, non, parce que Sauron gagne cette guerre en les régions au 2e âge, il détruit complètement les régions, après il se fera battre à la guerre de la 2e Alliance, mais il détruit quand même les régions. Mais ils ont quand même permis à ce que ce soit moins si catastrophique que ça. Et effectivement, ils seront encore présents au 3e âge au Harad, et ils vont encore une fois permettre un moindre recrutement des forces du Harad par Sauron. Mais donc, pour terminer ce que je disais, ils n'ont pas fait ça à l'est, mais bien au sud. Au sud, et tout à fait. Et dans Harad, ok. Et c'est juste les petits changements de Tolkien. Mais encore une fois, petit aparté, série Amazon, qu'est-ce qu'il y aura eu de choses à faire avec le Harad et les magiciens bleus du sud, quoi. Tout un arc, enfin même toute une série, en fait, toute une saison sur le travail de ces magiciens. Et puis ce peuple qu'on connaît pas très bien. Dans une version de Tolkien, parce que c'est même plus sûr, Saruman aurait été avec eux, pas à l'est du coup, mais au sud. Il a été pendant 400 ans, enfin Sauron 400 ans, et Saruman aussi. Et que Saruman serait reparti, mais sans les mages bleus. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il les a abandonnés? Est-ce qu'il les a juste laissés faire leur travail? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils ont été plus loin encore? On ne sait pas ce qu'il leur... En tout cas, c'est en l'an 3000, là on est en l'an 2000, en 1600. Là on est en 1600 du second âge. Mais du coup, il y avait vraiment des choses à faire, quoi. Ouais, bah bon, voilà, ça on ne va encore pas une énième fois revenir là-dessus. C'est effectivement... raté. On prend plus de pincettes là, c'est bon, c'est un échec. Mais du coup, pour revenir à ça, c'est vrai que la confusion est parfois faite, et même par moi elle était faite il y a pas si longtemps, entre les peuples de l'Est et du Harad, car dans les films on les confond un petit peu en parlant des Orientaux, mais les Orientaux ne sont pas les Haradrim, les Orientaux viennent bien de l'Est, les Easterlings. Ce sont par exemple les chariotiers, comme on en avait parlé aussi à d'autres épisodes. Et ça, je vous expliquerai aussi un peu leur histoire, mais ce n'est pas du tout le même peuple. Ici, on est sur les Haradrim, les Suderons, les gens du Sud. Donc vers 1600 du 2e âge, les mages bleus viennent s'occuper d'eux pour essayer de amoindrir le recrutement des forces par Sauron. Et vers 2280, la ville de Umbar, dont je vous parlais, est fortifiée, donc presque 2000 ans, 1500 ans après sa fondation.
Alors en 3261 du deuxième âge, Tar-Pharazôn, le dernier roi de Numénor, arrive à Umbar avec ses troupes pour combattre Sauron dans le sud. Il va le battre et il va l'emmener à Numénor prisonnier. Sauron va en profiter pour le séduire, lui et les Numénoréens, et va faire en sorte que en fait, Numénor finisse par vénérer Morgoth. Donc il va complètement réussir son histoire. Il va transformer sa défaite en une victoire. Et carrément, à ce moment-là, Numénor va commencer à faire des sacrifices humains au nom de Morgoth. Sacrifices humains de pas n'importe quel humain, des gens du Harad. Donc il va sacrifier des Haradrim. Donc pour vous dire que ce peuple, il en a bien bavé. Ça rappelle aussi des heures sombres de notre propre histoire à nous. Et à la chute de Numénor, donc Umbar, cette ville devient un royaume indépendant contrôlé par des Numénoréens noirs, opposés aux Gondor et à Arnor. Les Numénoréens noirs, donc ce sont ceux qui ont survécu à la chute de Numénor, mais qui sont restés du côté de Morgoth. Voilà, Umbar, cette ville dans le sud, devient contrôlée par eux. Ah, ouais. Et alors, ils étaient probablement dans les forces de la Dernière Alliance, donc à la guerre de la Dernière Alliance contre Elendil et Isildur, aux côtés de Sauron, à ce moment-là. À la fin du deuxième âge, Sauron est vaincu. Les Haradrim, eux, sont libérés de l'emprise de Sauron, mais en leur cœur est née une haine de l'Occident et de Numénor. On se demande bien pourquoi. Ils ont été réduits en esclavage pendant plusieurs siècles et en plus sacrifiés. Donc bon, on comprend qu'il ne soit pas si difficile à reprendre par Sauron par la suite. Là, on arrive au troisième âge, du coup, très tard, près de 1000 ans après les événements de la fin de Sauron. Alors là, on n'a pas trop de traces de ce qui se passe entre ces 1000 ans. On sait que voilà, le Umbar était toujours contrôlé soit par des Haradrim, soit par quelques restes des Numénoréens noirs, en fait. Mais en 933, pas en 1900, en 933 du Troisième Âge, Umbar est reprise par le roi Eärnil I du Gondor. Mais la stabilité de la cité est difficile car le peuple descend encore des Numénoréens noirs et voue donc une haine aux descendants d'Elendil. Néanmoins, les seigneurs noirs sont finalement chassés et le Harad, donc les Haradrim, tentent de reprendre la cité qui est alors contrôlée par le fils d'Eärnil, Ciriandil, qui lui-même sera tué durant le siège de Umbar par les Haradrim en 1050 du Troisième Âge. Et finalement, la puissance maritime du Gondor arrive quand même à faire tenir la cité, donc elle reste aux mains des Gondoréens. En 1432 du Troisième Âge, donc 400 ans après, Eldacar devient roi du Gondor, mais certains peuples du sud s'insurgent, car sa mère est d'origine rovanienne et non une véritable descendante des Numénoréens. Elle n'est pas de sang numénoréen, donc elle n'est pas bénie d'une longue vie. Alors que c'était la règle qui avait été instaurée par Aldarion. C'est alors que Castamir, le plus jeune fils du 18e roi du Gondor, Calmassil, non héritier direct du trône, mais qui a quand même du sang royal, veut s'emparer du pouvoir et est encouragé par les populations du Sud qui voient en lui un sang plus noble, car ses deux parents, eux, sont de sang d'ascendance numénoréenne. Il prend la tête d'une guerre civile et prend l'assaut d'Osgiliath, qui est à ce moment-là la résidence du roi, la ville royale, où réside le roi Eldacar, qui est obligé de prendre la fuite, et Castamir prend le pouvoir de force et tue même le fils d'Eldacar, à la fin, une fois qu'il a conquéri Osgiliath. Donc c'est une guerre fratricide assez connue, conquis Osgiliath. Donc une guerre fratricide assez connue, à ce moment-là, par donc un roi encouragé par les peuples du Sud, en tout cas les peuples gondoriens du Sud. Là je parle pas vraiment des Haradrim, mais vraiment des peuples du Gondor un peu plus du Sud que du Nord. Chaque peuple a son Kinslayer, comme voilà, on dit en anglais au final. Mais je me demande si d'ailleurs quelqu'un plus tard n'aura pas quelques mots à nous dire sur cette décadence gondorienne. Ouais. On verra. On en parlera. Mais du coup, Castamir devient roi, et pendant 10 ans, un roi cruel et tyrannique. Et il propose même de déplacer la ville royale d'Osgiliath à Pelargir, plus au sud, qui est vraiment en fait près de la mer, plus loin sur l'Anduin en fait, simplement. Il veut vraiment en fait s'affranchir un peu du nord, et vu qu'il est supporté fatalement par les gens du sud, vous pouvez regarder sur une carte, c'est vraiment au sud de Minas Tirith en fait. Lui, les peuples qui le soutenaient, c'est plutôt l'Ithilien du sud, etc. Donc il voulait descendre le centre du royaume plus au sud.
Malheureusement ou heureusement, en 1447 du Troisième Âge, Eldakar, qui s'était enfui vers le nord, revient avec une armée renforcée par les hommes du Nord, et il vainc Castamir et le tue lui-même. Il reprend donc ainsi le trône, et les fils de Castamir s'enfuient vers Umbar, qui fait alors sécession avec le royaume de Gondor, et devient une cité indépendante, encore une fois. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle d'Umbar. Elle avait été reprise par le Gondor, elle faisait partie du Gondor, mais à ce moment-là, les fils de Castamir, le roi rebelle non légitime, s'enfuient vers Umbar, en prennent possession et font sécession avec le royaume de Gondor. Et à ce moment-là, ils commencent à se mêler aux Haradrim. Ils épousent des femmes Haradrim, etc. Et donc, c'est un peu un mélange. Du coup, il y a du sang numénorien noir et du sang gondorien dans les Haradrim. Ouais, c'est tout à incroyable, fait. ça. Ouais. Ils se mêlent à ce moment-là donc aux Haradrim. Donc la perte d'Umbar par le Gondor diminue fatalement leur contrôle sur les Haradrim. Et à ce moment sont créés ce qu'on appelle les corsaires d'Umbar, qui mèneront des raids et des guerres contre le Gondor pour le contrôle des régions du sud. Umbar va passer de contrôle gondoréen au contrôle des corsaires plusieurs fois. Pendant quelques centaines d'années, il y a des guerres, énormément de guerres, jusqu'à à peu près 1944 du Troisième Âge, lors de la guerre des chariotiers au nord. Ça, on vous en avait parlé, qui fait passer les soucis du sud comme moins importants. Donc le Gondor va plutôt masser ses forces vers le nord. Et avec l'aide des Rohirrim d'ailleurs. Ces guerres contre les chariotiers finiront avec l'aide des Éotéodes, plus précisément, qui deviendront les Rohirrim. Mais donc le Gondor va cesser donc d'apporter autant de force à Umbar vers le sud et va laisser Umbar aux mains des corsaires alliés des Haradrim, en fait, qui sont en fait finalement un peu mélangés à partir de ce moment-là. Et les corsaires vont même aider les Dunlandais plus tard, durant leur guerre contre le Rohan. Vous en avez parlé, cette guerre contre le roi Helm, etc. Et quand Sauron réapparaît pour la deuxième fois, Umbar va passer sous son contrôle, et c'est de là que seront envoyés des bateaux pour les champs de Pélénor, ces fameux bateaux qu'on voit dans les films, qui sont attaqués par l'armée des morts avec Aragorn, etc. Et pilotés notamment par Peter Jackson. Oui, tout à fait, le caméo de Peter Jackson. Et donc ces bateaux viennent précisément de la ville d'Umbar, comme ça vous saurez plus. Mais donc voilà pourquoi je vous parlais d'Umbar, parce que elle retrace un peu l'histoire aussi du Harad. On n'a pas tellement d'informations au-delà de ça du Harad. On a plus des informations dans leur relation avec Umbar, et puis le fait qu'ils vont être mêlés donc au fils de ce roi gondoréen déchu, ce roi rebelle. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Donc vous avez une vision d'ensemble sur ces peuples. Ça permet de mieux de comprendre, je trouve, voilà, leur comportement vis-à-vis des Gondoréens et comment ça se fait qu'ils ont... C'est pas juste des hommes mauvais qui veulent être alliés à Sauron, c'est parce qu'il y a toute une histoire derrière d'oppression, comme d'ailleurs avec les... je suis désolé, j'oublie leur nom. Ce peuple qui a prêté main forte aux armées de Saruman pour attaquer le Rohan. Et les Dunlandais. Ah oui, les Dunlandais, ouais. C'est ça exactement. C'est ça qui eux aussi avaient été chassés de leur terre par les Rohirrim, et donc avaient fatalement une haine compréhensible finalement. Mais donc voilà, les Orientaux, les Haradrim que nous rencontrons maintenant, eh bien ce sont ces descendants de ces peuples qui ont été oppressés par les Númenóréens, et puis etc., mélangés à certains Gondoréens. Petite précision sur la culture, on sait pas grand chose de plus. On sait, par exemple, ça j'ai lu aussi, que visiblement l'inspiration première de ces peuples pour Tolkien sont les anciens Éthiopiens. Voilà. Je n'ai plus les détails exacts, mais étymologiquement, dans le nom Haradrim, ça peut se rapprocher à certains peuples éthiopiens. Donc c'est clairement des peuples africains. Alors, dans le Harad, il y en a qui ont des peaux basanées et d'autres qui sont décrits parfois comme des peaux même noires. Dans ma partie, j'ai dit peau sombre pour faire un truc plus global, mais Gollum disait peau noire. Ouais. Mais donc vraiment... mais parfois, il y a aussi des Haradrim qui n'ont pas la peau vraiment noire, comme en Afrique tout simplement, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Et je pense qu'ici, clairement, ça se rapproche. Enfin, ça s'accorde à ça. Hein. Si on veut faire un lien avec notre monde, mais est-ce utile ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Oui, non, c'est pas nécessaire, mais le lien est évident, quoi. Ouais. D'ailleurs, je retire ce que je disais sur le fait que... Valinor ressemblait plus à l'Amérique du Nord et du Sud. C'est vrai que ça fait vraiment plutôt un croissant là-bas à l'ouest. Par contre, je viens de découvrir qu'il y avait un autre continent à l'ouest qui pourrait à l'est qui pourrait du coup être l'Amérique du Nord et du Sud dans une version beaucoup plus collée qui est allée justement très fort à l'ouest, un peu comme
la Terre avant c'était, comment on appelle ça, Pangea La Pangée. La Pangée. La Pangée, ouais. Voilà, mais je découvre du coup, plus ou moins avec vous, parce que je l'avais probablement déjà vu, mais je l'oublie, ce qu'il appelle ici, donc il y a une énorme forêt qui s'appelle les Darklands. Pour vous expliquer, en fait, chers auditeurs, on est avec la carte sous les yeux sur l'ordinateur des fixes qu'on regarde. Et moi d'ailleurs, c'est la première fois, je pense, que je vois la carte complète DA. Mais c'est une honte. À tel point, oui, c'est honteux. C'est dur d'en trouver en vrai. Hein. Bah, je sais pas, vous tapez carte DA, vous allez. J'avais jamais pensé. Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est que moi, dans ma tête, dans ma conception, c'est que la Terre du Milieu, c'était en 2D, qu'en fait le monde était plat, tu vois. Mais non. Je voyais pas ça comme une boule, comme une terre. Mais ça, on l'a déjà exprimé. Pourquoi Je sais, mais je n'avais jamais été confronté à la carte comme ça, comme je l'ai maintenant, où là, je comprends maintenant comment c'est disposé. Et non, je maintiens le fait que c'est assez dur d'en trouver. Évidemment, là, par exemple, je suis sur Arda Maps. Si vous cherchez, si vous avez envie d'aller regarder celle qu'on regarde actuellement, c'est arda-maps avec s.org. C'est la Terre du deuxième âge, pas du troisième âge. Vous verrez qu'il y a premier, deuxième, troisième âge. Et tu peux choisir la période où mais tu veux voir la voilà, carte. je trouve qu'elles sont pas très bien faites. En fait, on ne sait pas zoomer dedans beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est pour ça que celle de Thomas Jungle est beaucoup plus précise. Oui, mais c'est la Terre du Milieu seulement. Mais c'est que la Terre du Milieu. Donc voilà, et donc c'est parti. C'est assez dur de trouver des bonnes cartes complètes et détaillées ou interactives ou quoi. Il n'y a pas encore assez. Donc voilà, je vous invite à aller voir Ou alors l'Atlas, que je vous ai aussi conseillé la semaine dernière. Évidemment, toutes les cartes de la DA sont reprises dedans et elles sont très précises, elles sont super bien décrites. Mais en tout cas, voilà, allez voir, vraiment, ça ressemble au monde, hein, en vrai. un peu proto-monde, entre guillemets. Eh bien, merci beaucoup Cyril pour ce point très intéressant sur les Suderons, leur culture et un pan de leur histoire. Parce que moi, ça me laisse aussi encore avec des questions. Je me demande, par exemple, quelles sont leurs montures, ont-ils des olifants? Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui se pose cette question, parce que Sam, aux nouvelles de Gollum, se demande, y avait-il des olifants qui ont passé la porte noire? Quoi? Des olifants? Des moumacs? Et il se pose la question, oubliant toute sa crainte dans son avidité de nouvelles sur les endroits étranges. Non, il n'y avait pas d'olifants. Qu'est-ce que c'est, les olifants, mon trésor? Alors Sam se lève, mettant ses mains derrière son dos comme un écolier, et se met à déclamer. Gris comme une souris, grand comme une maison, le nez comme un serpent, je fais trembler la terre. Quand je piétine dans l'herbe, les arbres craquent à mon passage. Corne dans la bouche, je marche vers le sud, battant de mes grandes oreilles, au-delà de tout condamné, je marche lourdement, toujours, toujours. Sans jamais me coucher sur la terre, pas même pour mourir, je suis l'olifant, le plus grand de tous, énorme, vieux et haut. Si jamais tu me rencontrais, plus tu ne m'oublierais, si tu me vois jamais, tu me croiras pas réel, mais je suis le vieil olifant et je me couche jamais. Cette poésie apprise par Sam fait partie des récits qu'il a entendus sur les grandes gens des pays du soleil, les Moricaux comme il les appelle. Ceux-ci, quand ils se battent, montraient apparemment des olifants sur le dos desquels on pourrait charger jusqu'à des maisons, voire des tours. Non, pas d'olifants, répéta Gollum. Sméagol n'en a pas entendu parler. Il ne veut pas les voir. Sméagol veut partir d'ici et se cacher en un endroit plus sûr. Sméagol veut que le maître s'en aille. Gentil maître, ne viendra-t-il pas avec le bon Sméagol? Frodon se lève. Malgré tous ses soucis, comme revenu en comté pendant quelques instants, la poésie de Sam l'a fait rire et tirer de son hésitation. Je voudrais bien qu'on ait 1 millier d'olifants, avec Gandalf en tête sur un olifant blanc. Mais nous n'avons rien d'autre que nos pauvres jambes fatiguées. Sméagol, le 3e changement de direction se révélera peut-être le meilleur. J'irai avec vous. Bon maître, sage maître, gentil maître, s'écrie Gollum ravi, caressant les genoux de Frodon de ses mains palmées. Reposez-vous, oui, reposez-vous et restez couchés en silence jusqu'à ce que la face jaune s'en aille. Alors nous partirons, rapides, comme des ombres soyons. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre. Eh bien, un chapitre riche. Ça me donne envie de voir des olifants. Est-ce que ça arrivera? Peut-être. Il faudra un peu de patience pour cela. Mais voilà, en tout cas, un premier échec pour eux. Oui, et je me faisais la réflexion en revoyant la carte, et je trouve ça un bon
un bon élément de narration de ne pas les faire directement pénétrer le Mordor et de rajouter des obstacles, mais des obstacles auxquels on ne pourrait pas forcément penser. Ça pourrait être juste un adversaire, tu vois, ou quelque chose à passer, mais qu'ils parviennent tout de même à franchir cette porte. Et là, non, il doit vraiment rebrousser chemin, retourner en arrière et prendre un autre chemin encore, ce qui ajoute de la Ils vont longue... vers le sud, en fait. Oui, ils ne retournent pas longent, vraiment sur leurs pas, mais en tout cas, ils vont perdre du temps, quoi. Ils doivent faire un détour. De toute façon, c'était impensable en fait non. qu'ils passent par là. Mais c'est ça que je me demande aussi. Il se pose la question par où Gandalf voulait les faire passer. On va pas dire que c'est bête de passer par là, c'est juste le plus naïf de se dire qu'ils vont passer par la grande porte, parce que c'est vraiment ça. Mais après, par où Gandalf aurait voulu les faire passer? Peut-être que même C'est une très Gandalf... bonne question. À mon avis, Gandalf n'avait pas la réponse parce qu'il n'avait pas à se la poser, parce qu'inconsciemment, il savait très bien que ce n'était pas son chemin Bah oui, et qu'il n'aurait pas allé jusque-là. Ou peut-être, oui. C'est pour ça qu'il n'en a jamais parlé. Ça, clairement. Et peut-être que justement, à ce moment-là, si Gandalf avait été là, ou imaginons une histoire alternative, peut-être que là, il aurait fait bon, maintenant on est là, Qu'est-ce qu'on fait on appelle les aigles, on envoie un petit texto, on leur dit. Ah on a non, besoin pas de vous l'histoire des aigles. pour Pas les faire, aigles. non, mais tu vois, pour faire les 300 derniers mètres, enfin, il y a un peu plus que ça, mais on se comprend. Ouais. Peut-être que c'est là qu'en fait, enfin, voilà. Les ex seraient fait choper par les Nazgûl. Bah oui, c'est ça. Oui, mais bon, c'est. Bah, même pas par des archers directement, d'autant plus que dans ces fameuses tours les dents du Mordor, il y a des yeux partout, en fait, il y a des meurtrières, Oui, il y a une armée qui est prête à sortir. Non, ce que avec je veux des dire, c'est espions, que des gens qui regardent de tout coin. il fallait que ça se passe comme ça s'est passé du coup, mais peut-être qu'au final c'était l'une des pensées de Gandalf en mode bon, ben, quand on arrivera là-bas, on verra. Et peut-être que notre seule solution sera de grimper sur les aigles ou trouver une autre solution à la ramasse, quoi. Mais c'est vrai que finalement il en revenait à Sam. Ou de et passer à avec une Frodo, armée, pardon, peut-être que ça aurait été le plan le plus imaginable, c'est d'essayer de vaincre Sauron par la force et d'envoyer les hobbits peut-être en Stummelings par derrière et dire bon, nous on est en train de se castagner. Tu vois, faire ouvrir les portes avec l'armée d'Aragorn, etc. Et puis envoyer une troupe, une délégation. Une troupe d'escorte pour envoyer. C'est une question intéressante, moi je trouve quand même. Si jamais il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça, une vidéo qui essaye un peu de faire de l'Uchronie, enfin de l'Uchronie sur de la fiction, hein, mais qui ont des idées de comment Gandalf. Je pense qu'il y en a d'autres j'en avais personnages vu comptaient une passer. Qu'est-ce qui se serait passé si Gandalf n'était pas tombé dans la Moria et était resté avec eux? Mais je ne l'ai pas regardé, mais je crois que ça a été fait. La réponse qui paraît bête et bateau, mais qui est à mon avis la bonne, c'est que, comme tu l'as dit, c'est impossible. Non. Ça devait se passer comme ça, et il n'aurait pas réussi autrement. Non, mais il n'aurait même pas réussi autrement parce que si il y avait d'autres gens qui étaient venus avec Frodon jusqu'à la montagne du destin, ils auraient voulu prendre l'anneau à Frodon. Soit ça, ils se seraient embourbés dans les marais, ils n'auraient même pas pu franchir les marais. C'est vrai, Et ça n'aurait pas pu arriver, même techniquement, ça n'aurait pas été. Ils n'auraient pas réussi. Ils se seraient fait peut-être même repérer là, cet endroit-là. Parce Ce que j'allais dire. Ils sont petits, c'est ça qui les aide à se cacher. Même des Nazgûl qui sont en haut, comme je le disais. Avec leur cape de Lorien, ils sont invisibles, quoi. Bah, là, même pas Petits forcément, mais en avec tout cas, leur ils sont cape. assez petits que pour même les Nazgûl et la vue perçante de leur monture ailée, ils paraissent insignifiants comme trois petits rochers, mais avec un magicien qui doit peut-être dégager une aura en plus et quelques hommes, un elfe, ça passe pas inaperçu, quoi. Et aussi, vous oubliez que Sauron pense à ce moment-là que l'anneau est dans les mains de Pipin et que du coup ça détourne complètement son attention et qu'il ne se doute pas du tout qu'il y a deux hobbits qui arrivent à ce moment-là. Que l'anneau est devant sa porte avec deux hobbits. Et donc, ce qui n'aurait pas été le cas autrement. Il aurait fait sûrement beaucoup plus attention. Là, ça détourne son attention. Donc, tout devait se passer comme ça. Destiné. Oui, et puis je reviens encore avec ce petit truc par rapport à la série, mais imaginez des plans fantastiques où on aurait des. Arrête, tu me tortures. Des espèces d'étables d'olifants à perte de vue sur des dizaines de des immenses kilomètres, champs remplis d'olifants. Avec des barrières créées avec des énormes poteaux tels des obélisques. Ah, vous imaginez toutes ces, tu peux toutes ces imaginer possibilités des Aumbar. Suivre le développement d'un personnage qui se fait enrôler dans cette guerre pour aller combattre des hommes du Gondor, poussé un peu par Sauron ou peut-être forcé parce qu'ils ont un contrat, on va dire, avec Sauron aussi. Et t'imaginer ce petit gars qui vient de sa campagne aussi pour aller combattre aux frontières du Gondor, comme d'ailleurs Faramir le mentionne dans le film en tout cas. Non, ça va arriver ça va. Enfin, ce serait peut-être pas Faramir, c'est Sam qui pense de toutes ces choses-là. Ah, ok. En voyant. Parce que dans le film, t'as ce cadavre du coup de ce jeune qui se retrouve là et ils disent en fait, il est pas différent de vous, il a été envoyé combattre pour défendre son pays. Peut-être qu'il aurait pas dû le faire, qu'il aurait dû rester chez lui en paix. Je crois mais que le il débat. n'est pas si différent de vous. Il y aurait eu aussi cette question de mais c'est d'office les peuplades du Sud qui vont avoir le rôle de méchants, mais je pense qu'il y avait énormément de moyens
bien, notamment via l'introduction justement des mages bleus, de faire en sorte de montrer que là-bas en fait il y avait aussi des guerres civiles, il y avait des résistants, Et que de leur point il y de avait vue, c'est compréhensible. c'est beaucoup moins manichéen que ça, quoi. Parce qu'eux aussi se battent contre l'oppresseur Gondor, d'une certaine manière. Oui, Donc, et sont finalement manipulés par son... Mhm. Enfin, soit. J'espère que vous avez trouvé ce petit chapitre intéressant, et surtout toutes les apartés qu'on a pu faire. On était en forme au début, hein, donc j'espère que vous avez rigolé autant que nous. Encore à la fin, nous étions en forme. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez nous noter, nous suivre, nous supporter sur Tipeee, etc. Ça prend vraiment 30 petites secondes d'aller cliquer sur 5 petites étoiles, pas 4, hein, je rappelle 5, et que ça nous aide beaucoup. Donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour le chapitre suivant. Chapitre que j'attends depuis très longtemps pour ma part. Je sais que toi, Julien, oui. tu aimes bien aussi. le Oui, je suivant. l'aime bien, mais il m'amuse. Voilà, les Moi, deux suivants en tout cas, pour c'est être toute exact. la partie avec Frodon et Sam des 2 tours, je crois que c'est ma préférée de tout le Seigneur des Anneaux. Surtout vers la fin encore plus, mais là j'aime Ouais. beaucoup. Non, on va en effet rencontrer des personnages hauts en couleur, hauts en taille, à la superbe. Moi c'est pas pour ça que c'est un de ceux que je préfère, c'est plutôt par rapport à toute la dissension culinaire et l'aspect Masterchef de l'épisode. Les ragoûts. Alors que c'est anodin et anecdotique, mais moi je trouve ça génial. Oh, pas tant que ça finalement. Non, certes. Et ben moi c'est Ennet Hanoun, c'est cette découverte des livres d'un endroit que nous allons découvrir ensemble. Mhm. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est tout cet univers là que je trouve très très fantastique et chouette, quoi. Donc voilà, on verra ça ensemble la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du podcast de Page du Milieu. Merci à toi Julien, merci à Cyril. Mais merci à vous, messieurs. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.